Bonjour à tous, merci d'être les irréductibles à être restés, c'est cool. Il y a le dernier créneau, c'est moi cette année, c'est pas grave. Je me présente rapidement, je suis Gérard, je travaille chez Decat en tant que staff mobile et je suis aussi GDE, qui est l'acronyme de Google Developer Expert sur les technologies Android. Et on s'en fout. Moi, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un combat à mort entre deux challengers qui sont des technologies déclaratives. Donc on a ces challengers-là. Je vais passer rapidement dessus pour vous les présenter. On a les deux premiers qui sont du coup React.js et Solid.js qui sont du coup deux technologies web qui font du déclaratif UI. On a Jetpack Compose et l'Oiseau Noir qui sont Android Studio et SwiftUI qui sont du coup réciproquement l'approche déclarative pour développer des applications Android de manière déclarative et la même chose côté Apple. On a le petit oiseau bleu tout mignon qui est du coup Flutter qui est la technologie de Google pour développer des applications multiplateformes en mode déclaratif. Et enfin, on a l'HTML5 qui est en fait le plus simple d'entre tous et qui par essence est déclaratif. Et, ok. Et du coup, on va sélectionner notre personnage. On va sélectionner notre premier personnage et waouh, on s'y attendait pas. Jetpack Compose. Alors Jetpack Compose, qui est-il? Jetpack Compose, c'est une librairie qui est développée 100% en Kotlin. 100% en Kotlin, ça veut dire que, en gros, si vous n'avez pas Kotlin de configurer sur votre projet Android, vous ne pouvez pas l'utiliser. Si vous n'êtes pas forcément développeur Android, qui est développeur Android dans la salle? Non, personne? Développe à moitié, ok. Alors sachez que sur Android, vous utilisiez Java comme langage à la base, et depuis 5 ans maintenant, c'est le Kotlin qui est le langage préconisé par Google. Il fonctionne via un plugin de compilation qui du coup permet de notamment lire des annotations du style add composable qu'on va voir tout au long de cette présentation. Tac, tac, tac. Ok, je pense que je suis un peu loin. Ok, je suis un peu loin. C'est complètement open source, c'est sur GitHub, github.com/androidx/androidx. Il y a toutes les librairies de Jetpack de Android, dont Jetpack Compose. Ok, je vais rester là-bas. C'est développé par Google et par JetBrains. Donc Google, c'est le mainteneur officiel. De Jetpack Compose. JetBrains est le mainteneur officiel de Kotlin, en tout cas principal. Et ils ont travaillé ensemble, notamment sur le plugin de compilation et sur le multiplateforme. Jetpack Compose, c'est compatible Android, mais c'est aussi compatible desktop, web et iOS depuis très très récemment. Ok, on va sélectionner notre deuxième challenger et comme par deux hasard, on se stoppe sur SwiftUI. SwiftUI qui du coup est une technologie développée chez Apple. Qui est développeur iOS dans la salle? Vous venez juste parce qu'il y avait un background qui était de Street Fighter ou ça se passe comment? Qui vient parce qu'il y avait un background de Street Fighter dans la salle ici? Ok, ça va quand même. Donc vous venez par curiosité, c'est bien aussi. Donc c'est 100% développé en Swift, donc tout pareil que côté Android. Le langage initial c'était du Objective-C et depuis 4 à 5 ans c'est devenu du Swift. C'est embedded dans le système, c'est embarqué dans le système d'exploitation. On va rentrer un peu plus dans les détails sur ce point-là juste après. C'est développé par par Apple, pardon, pour Apple, c'est-à-dire que c'est pas open source, c'est propriétaire. Apple, tout ça, tout ça. J'ai pas dit que je serais objectif parce que je suis développeur Android, je vous l'ai dit au début. C'est cross-platform par contre, mais c'est cross-platform que pour Apple du coup. Donc si vous voulez faire ça sur du Windows, sur du web ou quoi que ce soit, vous vous démerdez. Et donc du coup, vous l'avez vu au titre de la présentation normalement, quand vous êtes venu, on va faire s'affronter SwiftUI vs Compose. Et donc nous avons nos deux challengers. Donc à ma droite, on a Jetpack Compose et à ma gauche, on a du coup SwiftUI et ils vont s'affronter jusqu'à la mort. Et on va commencer par les similarités. Donc ici, j'ai deux compteurs. Un compteur à gauche qui est du coup fait en SwiftUI et un compteur à droite que vous ne voyez pas super bien mais qui est fait du coup en Jetpack Compose. Et grosso modo, c'est la même expérience. Et on va voir un peu comment sont développés ces écrans assez simples. Donc ici, on est sur du compose. Donc là, ici, vous voyez une fonction qui est une fonction Kotlin qui est annotée par addComposable qui dit en gros
au projet, cette fonction va émettre de l'UI. Très bien. Je vais rajouter ce qu'on a. Je ne sais pas si vous voyez, mais moi je vois rien ici, donc voilà. Mais en gros, il y a une icône ici, si vous ne voyez pas. Il y a une icône qui est du coup la floating action button, qui a tout un tas de paramètres. Donc un on-click pour du coup informer quand je clique sur le bouton, et un contenu qui est la lambda à la fin, qui me permet de définir ce qu'elle contient. Donc ici, j'ai mis une icône. Et comme icône, j'ai mis une remove, et comme content description, j'ai mis un decrement. La content description, c'est quoi? C'est simplement pour des questions d'accessibilité. Quand vous allez avoir un lecteur qui va arriver sur le composant, il va dire decrement. Donc ça permet d'informer les malvoyants de voir ce que c'est. Très bien. Je mets ça dans une row. Une row, c'est quoi? C'est un composant qu'on appelle de placement. Donc je vais pouvoir mettre des éléments les uns à côté des autres. Donc grosso merdo, je vais pouvoir mettre un autre floating action button dedans qui va me permettre d'afficher le plus. Pour du coup incrémenter. Très bien, je fais un peu de place parce que je vais en avoir besoin, et je mets un texte qui va du coup contenir, ah oui c'est vrai, il y a encore au-dessus, qui va du coup contenir mon compteur. Donc là pour l'instant j'ai pas encore d'état qui va me permettre de l'afficher, mais j'ai déjà mon texte. Ok, je vais un peu styliser tout ça, je vais utiliser ce qu'on appelle les arrangements et les alignments. Les arrangements, ça permet du coup de donner les espacements sur l'axe horizontal entre mes différents éléments. Donc là j'ai décidé de mettre un space by, donc de mettre un espace de 8 dp. Alors si vous êtes plutôt développeur web, c'est l'équivalent de 1 dp égale 1 pixel, c'est pas exactement le cas, mais retenez ça. Et vertical l'alignement, ça va permettre de dire bah, ok, tu vas t'aligner comme ci, comme ça. Donc je peux dire tu vas t'aligner au-dessus, en dessous ou centré. Donc là ici j'ai décidé de le centrer. Très bien, je mets ma row dans un autre composant de placement qui est ici une box, qui va du coup lui dire bah, ok, je vais prendre tout l'espace disponible avec le fill max size, donc il va prendre l'espace horizontal et vertical au maximum, et tu vas centrer mon contenu. Et donc du coup ma row maintenant elle est centrée. Cool. Petite parenthèse, une bonne pratique en compose, c'est de mettre en paramètre un modifieur qui sera initialisé donc avec le égal modifieur à un modifieur vide. En fait, dans compose, il y a deux grands concepts. Il y a le concept de composant, avec des composants de rendu et des composants de placement. Donc composant de rendu, un texte, une image, un background, peu importe. Un composant de placement, du coup, une row, une box, il existe aussi la colonne. Et après, les modifieurs qui permettent de décorer des composants. Donc là, par exemple, j'ai dit, ma box, elle prend tout l'espace disponible. Je peux rajouter un padding, je peux rajouter le fait de cliquer sur quelque chose, etc. Toutes les gestures. OK. Et après, j'ai ma notion d'état. Donc ici, là, ce que je viens de dire, c'est je viens créer une variable qui s'appelle counter, que je vais venir ici incrémenter, décrémenter, incrémenter. Je vais mettre dans mon texte. Et après, vous voyez ici, j'ai un remember et un mutable state of. En fait, Compose, comment il fonctionne? C'est dès qu'il détecte qu'il y a un changement dans son état, dans les inputs qu'il reçoit, il va faire ce qu'on appelle une recomposition. Il va redessiner les écrans, mais avec les nouvelles valeurs de ces états. Du coup, là, ce que je viens de dire avec le remember, je viens de dire, entre deux recompositions, tu vas garder mon état. Si je ne le faisais pas, grosso merdo, quand j'allais faire une incrémentation et dire, oh, j'ai un changement dans mes variables, je vais le refaire, mais il va réinitialiser à 0, et donc du coup, j'ai perdu la valeur de mon update ici. Et mutable state of, ça permet simplement de dire, cette variable que tu as retenue, elle est mutable. Et j'initialise à 0. Ok, donc je résume rapidement. Compose, je peux déclarer des composants avec addComposable. Je peux utiliser des différents éléments des composants de placement, donc la box, la row et la colonne. J'ai les arrangements et les alignements qui sont vachement pratiques pour du coup un peu placer mes éléments. J'ai le concept de modifieur pour permettre de décorer mes composants. J'ai la notion d'état avec le remember, le mutable state of pour du coup pouvoir retenir l'information entre deux recompositions. Et enfin, compose et accessibility first. Donc c'est dès qu'il y a quelque chose qui a besoin d'accessibilité, il va vous le demander obligatoirement. Et vous serez obligé de renseigner une valeur, même si elle est nulle, pour dire je l'ignore, vous devez la renseigner. Ok. Ouais, je suis désolé, je me suis fait surprendre aussi quand j'étais participant. Ici, je suis désolé, ça va arriver plusieurs fois parce que c'est la version SwiftUI et c'est toujours comme ça. Donc, spoiler alert, désolé. Struct counter view, c'est du coup ma manière de déclarer un composant SwiftUI. Donc ici, j'ai ma structure qui va hériter de view et j'ai une propriété body qui va lui renvoyer des views. Très bien, je fais l'équivalent. Je déclare un bouton avec une callback d'action et un label. Ici, je pourrais mettre ce que je veux dans ce label. Ici, je choisis de mettre une image
qui sera du coup de la valeur minus. Alors minus, ça vient pas de n'importe où. Dans SwiftUI et dans Apple, enfin dans macOS en général, il y a ce qu'on appelle les SF symboles qui permettent d'avoir plein de symboles différents. Et donc ce minus correspond du coup au minus que vous trouvez là. Je mets ça dans une hashtag qui est le strict équivalent d'une row. Je peux du coup mettre mon autre bouton pour mon incrémentation. Je mets mon texte. Je mets un peu de padding parce que je n'ai pas ce concept d'arrangement, d'alignment avec SwiftUI. Et j'ai ma notion d'état. Donc ici, je viens déclarer une propriété counter que j'annote avec le addState pour informer SwiftUI que cette valeur peut changer, qu'il va falloir retenir cette information entre deux. Alors ça ne s'appelle pas une recomposition, mais entre deux rendus. Et après, je l'édite counter plus 1 et counter moins 1. Et après, je l'ajoute dans mon texte de manière un peu crados, je trouve, en termes de syntaxe, mais les développeurs à iOS n'ont pas choisi. Hop. Donc du coup, je résume. Pour déclarer un composant, il faut utiliser le protocole d'implémentation. Alors j'ai parlé d'héritage, c'est pas réellement d'héritage, c'est un concept qui s'appelle le protocole implementation. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ça ne sert à rien. C'est pas le plus important. J'ai des composants de placement aussi, le zstack, hstack et vstack qui sont les stricts équivalents de la box, colonne et row. J'ai pas de notion de modifieur. En fait, quand j'ai hérité de view, automatiquement j'ai ce concept de décoration que j'ai avec compose, avec mon modifieur. Donc ça c'est plutôt pratique pour le coup. J'ai ma notion d'état avec juste la propriété addState. Cool. Donc du coup, mon petit SwiftUI me fait un petit hit là sur le layout parce que c'était assez pratique. Entre hashtag, vstack et zstack, j'ai pas besoin de réfléchir, j'ai juste à connaître le vertical, horizontal et machin. Donc ça c'est plutôt cool. Par contre, j'ai un petit hit arrangement et alignement de mon petit compose sur mon site SwiftUI. Et enfin, on a vu, il y a quand même vachement moins de code avec SwiftUI. On va le revoir malheureusement un peu après. Mais donc du coup, mais le Jetpack Compose et SwiftUI s'en sortent bien et ils arrivent à bien parer les attaques. Donc j'ai assez peu de dégâts finalement. Ok. On va commencer à un peu rentrer dans les trucs qui fâchent un peu plus. On va parler de packaging. Avec SwiftUI, hop, je vais me décaler un petit peu. Avec SwiftUI, du coup, SwiftUI est embarqué dans le paquet, le package est embarqué dans l'OS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors, c'est plus performant que ce qu'on peut. Enfin, comme c'est packagé dans l'OS, c'est du coup précompilé c'est déjà compilé dans l'OS, et donc du coup, à l'usage, en termes de runtime, c'est plus performant. Par contre, ça veut dire aussi que s'il y a des nouvelles fonctionnalités dans SwiftUI, et ça arrive à chaque version, donc quand iOS 13, 15, machin, etc., je suis obligé de mettre en target iOS autant avec la nouvelle feature que j'ai envie d'utiliser. Je vous ai mis là vite fait un petit graphe qui vient de StatCounter, qui est du coup un site qui fait des stats sur plein de trucs. Et alors du coup vous voyez rien, mais ici c'est iOS 15.6 de mémoire, juste après c'est iOS 16, puis on a du 15, 15, 14, 14, 15 et d'autres. Alors, j'ai généré ça il y a quasiment un mois, donc quasiment juste au moment où iOS 16 est sorti. Donc là, la tendance, ça s'est plutôt rapproché sur les deux premières barres finalement. Mais on a quand même en général 3 versions en parallèle sur une année. Et pourquoi c'est problématique? En fait, SwiftUI, il a été créé à partir de iOS 13, en version expérimentale. Donc en gros, Apple disait, vous pouvez l'utiliser, mais faites pas les cons. Et à partir d'iOS 14, ils ont dit, ok, maintenant c'est la version stable, vous pouvez l'utiliser en production. Ok, les gens l'utilisaient en production, ça marchait pas des masses, mais au moins Apple disait qu'ils pouvaient. Et donc du coup, en fait, tant que vous n'avez pas en minimum target iOS 14, vous ne pouvez déjà pas utiliser SwiftUI. Et si vous utilisez que iOS 14, vous pouvez utiliser le SwiftUI d'il y a 2 ans. Donc c'est pas ouf parce que en termes de nouvelles fonctionnalités, il y a eu pas mal de choses qui sont arrivées en 2 ans finalement. Et en plus de ça, du coup, cette version-là, elle n'est pas super stable. Pour vous donner un ordre d'idée, chez Decat, on a certains projets qui sont encore compatibles avec la version iOS 12 parce qu'il y a plein de devices, etc. qu'il faut être compatible sur le marché. Et du coup, voilà, ils ne peuvent pas utiliser SwiftUI. Donc là, nous, avec Compose, là, on est en train de s'éclater et eux, ils sont en train de bouder. Côté Compose, c'est une librairie. Alors, c'est une librairie, c'est plutôt cool parce que du coup, on peut la mettre à jour. Il suffit simplement qu'il y ait une nouvelle version qui sorte. On prend notre Gradle pour mettre à jour la dépendance et puis c'est bon. Et elle est compatible à partir de l'API 21. L'API 21, pour vous donner une idée,
c'est tac 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 ici, Lollipop. 98,8%. Et oui, je suis belge. Et donc du coup, Lollipop, ça date de 2014. Ça veut dire que mon parc de devices avec lequel je suis compatible, elle est hyper large. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Hop. En théorie, du coup, par contre, c'est moins performant que SwiftUI et même que XML, qui est du coup l'ancienne approche pour développer des applications Android. Par contre, il y a un très 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 gros travail d'optimisation par Google pour pallier à ça. Et en fait, aujourd'hui, quand il y a un problème quand il semble y avoir un problème d'optimisation, ce que dit de faire Google, c'est de faire une release plutôt qu'une debug, parce que dans la version de debug, ils vont injecter énormément de choses pour des soucis de debug, et toutes les optimisations elles sont faites en release. Et donc en fait, il y a beaucoup moins de problèmes de performance, voire quasiment nul ou très proche de ce qu'on peut connaître avec SwiftUI et XML. Donc c'est plus vraiment un problème. Mais du coup, le packaging, selon moi, c'est plutôt Jetpack Compose qui met un sale Kamehameha dans la gueule de SwiftUI. Ok, SwiftUI là, il est pas bien, mais il va se rattraper. Il va se rattraper et on va parler des previews. Alors les previews, c'est quoi? C'est ce qui vous permet de voir de prévisualiser vos composants sans devoir les instancier les run dans un device. Donc côté SwiftUI, on a du coup une nouvelle structure qu'on appelle counter qui va hériter ici de preview provider qui a sensiblement la même propriété, donc ici preview. Et à droite ici, j'ai du coup sur Xcode, j'ai un certain nombre de boutons. J'ai un premier bouton qui est un pin preview. J'ai jamais réussi à savoir à quoi ça servait. Enfin, si je vois à ce que ça sert, mais ça me permet de pin la preview qui est là. Mais en général, j'ai qu'une seule preview, donc ça sert à rien. C'est pas grave. J'ai aussi le nom de la preview qui correspond à du coup ce qui est devant le underscore. J'ai en dessous le live preview, donc ce qui est automatiquement mis par défaut quand je crée une counter, donc qui me permet d'interagir avec ma preview. Donc directement, si je mets un bouton, je peux directement cliquer dessus, ça va interagir comme si c'était un vrai bouton. J'ai le mode sélectable, donc là c'est si je clique sur le bouton, il va me montrer le code associé à ce bouton-là. J'ai les variants, je vais y revenir juste après. J'ai les settings, je vais y revenir juste après aussi. Et après, je peux run juste le composant sur un device pour un peu voir comment aller un peu plus loin sur le test du composant. Et donc du coup, j'ai ça. Donc là ici, je suis sur le live interactif. Et donc vous voyez, je suis en train de faire plus, je suis en train de faire moins. Vous voyez peut-être pas. Voilà. Vous voyez, je suis en train de faire plus, je suis en train de faire moins. Je peux interagir avec ma preview. Ça c'est cool. Dans les variants, j'ai après plusieurs options. Donc là ici, je suis sur le color schema variance et donc là je vais afficher le light et le dark mode automatiquement. J'ai rien fait, c'est juste Xcode qui fait ça pour moi. Je peux aussi voir les différentes orientations, donc portrait, paysage, etc. Et je peux aussi voir toutes les versions en termes de taille de typographie. Donc vous pouvez zoomer dans le système. Et donc en gros, j'ai small, medium, large, etc. Donc je peux prévisualiser ça d'un coup d'œil. Ça c'est plutôt cool aussi. Et après, je peux avoir une seule preview, mais cumuler ce que je viens de voir avant. Donc si je veux que cette preview-là soit en dark avec en landscape, bah, je peux avoir une seule preview là qui est comme ça. Ok. Dernière petite chose, je fais une petite parenthèse sur un truc qui est vraiment cool avec SwiftUI. Là ici, j'ai un composant qui affiche un avatar. Et vous voyez ici, j'ai un async image view qui va prendre une URL qui va du coup fetch une image de distante. Et ma preview, elle fonctionne. C'est-à-dire qu'il est compatible avec des requêtes qui se font en asynchrone. Ça a son importance parce que côté compose, on ne peut pas faire ça. Donc, pour résumer, le WYSIWYG de Xcode, il est plutôt cool et il permet de faire plein de configurations différentes qui sont les plus usuelles pour un développeur mobile. On peut run les previews dans un simulateur ou sur un device. On a, j'en ai pas parlé, mais on peut faire la configuration as code. Donc tout ce que j'ai montré, on peut le mettre sur le code qui était à gauche et le versionner du coup et le partager avec les autres membres de votre équipe. Et enfin, on n'est pas limité à l'UI. Donc on peut faire des requêtes asynchrones. Alors ça a quand même ses limitations, on ne peut pas faire des gros trucs, mais si on fait des petites requêtes HTTP, ça va fonctionner. Ok. Côté compose, ça donne quoi? Pardon. Côté compose, ça donne quoi? J'ai ici un composable qui est annoté de add_preview, qui va du coup me permettre d'avoir ce rendu-ci. J'ai aussi un SwiftUI vs compose theme qui permet d'injecter le thème. Donc on est sur du compose, derrière c'est du material theme qui est injecté. On ne va pas rentrer dans les détails. Et du coup, j'instancie mon counter screen.
Très bien. Qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un mode interactif. Donc par défaut, en fait, je suis sur un mode qui est selectable, qui est le même que celui de SwiftUI. Le mode interactif, du coup, quand il faut cliquer dessus pour être dessus. Et enfin, j'ai le Run on Device. Et c'est tout. En termes de WYSIWYG, on n'est pas ouf. Par contre, sur la preview, j'ai énormément de paramètres. Vite rapidement, j'ai le name et le groupe qui me permettent de donner un nom et de grouper des différentes previews. J'ai l'API level, donc je vous avais dit, on est compatible à partir de l'API 21, et donc je peux avoir un rendu sur l'API 21, 22, 23, machin, jusqu'à 33, qui est la dernière actuellement. Je peux donner une taille en largeur, en hauteur, une locale pour dire bah, ok là je suis en français ou là je suis en anglais, récupère-moi les chaînes de caractères associées. Je peux faire un font scale, donc un zoom au niveau des typographies. Donc là je suis en x1, donc c'est le normal par défaut, mais je peux mettre x2, x3, x1.5, peu importe. Je peux afficher les systèmes UI, donc c'est la status bar que vous voyez en dessus et la navigation bar que vous pouvez voir en dessous sur un téléphone. Je peux afficher un background, je peux donner une couleur à un background, je peux donner ce qu'on appelle un UI mode. Un UI mode, c'est par exemple, il y a plusieurs choses, mais c'est par exemple le fait de dire bah, je suis en dark mode ou pas. Et après, j'ai différentes configurations de device, qui sont eux, qui disposent d'une très longue, alors j'en ai mis que quelques-uns, mais il y a une très longue liste de devices compatibles. Et donc j'ai tous les pixels de Google, j'ai automobile, du Wear OS, et puis surtout des téléphones, enfin des devices de référence, donc une téléphone, un foldable, une tablette et un desktop. Cool. Donc ce que je fais, c'est que je commence à configurer. Ok, donc je dis, ok, tu vas m'afficher un background, donc j'affiche un background. Tu vas m'afficher le système UI, il va m'afficher le système UI. Tu vas mettre ça en pixel XL. Tu vas mettre le nom du compteur, donc ici à counter. Bon. Ok. Tu vas mettre un font scale à 2, donc je peux voir un peu ce que ça donne avec un x2 au niveau du texte. Et je lui dis, là tu me mets en dark mode. Et là je suis embêté parce qu'en fait, moi je m'attendais à ce que le background y change. Petite chose à savoir du coup, quand j'ai fait le show background à true, lui il va écouter uniquement le background color que je peux spécifier dans la preview. Il ne va pas mettre l'entièreté du coup de mon composant en dark mode. Donc pour pallier à ça, je vais utiliser ce qu'on appelle un scaffold. Un scaffold c'est quoi? C'est un élément, un composant qui est structurant dans Material, qui est du coup le design system de Google, où je peux spécifier du coup tous les éléments qu'on peut voir usuellement dans Android, une top-up bar, une bottom bar, etc., le contenu. Et surtout, il va me spécifier un container color et un content color. Le container color qui va utiliser le Material theme, qui va du coup me permettre d'avoir le background en dark mode. Cool. Autre chose qui est plutôt cool, c'est les previews custom. Là ici, ce que je fais, c'est que je crée ma propre annotation, que j'ai appelée device preview. J'ai plusieurs annotations add preview qui sont exactement les mêmes que ce que j'ai présenté juste avant. Et je lui dis, ok, je fais une preview pour le Pixel 4, la tablette et le desktop. Et cette annotation, je peux après l'utiliser chez moi. Donc là ici, j'ai changé mon add preview en add device preview. Et donc d'un point de vue preview, j'ai directement les trois configurations. Ça c'est hyper pratique parce que du coup, quand on connaît les devices avec lesquels on veut être compatible dans notre application, on a juste à créer notre annotation. Et après, du coup, on aura d'office la configuration dans tout ce qu'on veut être compatible finalement. Cool. Je vous parlais du speaker avatar juste avant. Ici, j'ai ce qu'on appelle, j'ai une image qui est du coup le composant qui permet d'afficher l'image. J'ai pas de preview. Pourquoi j'ai pas de preview? En fait, dans le painter qui me permet de faire le rendu de mon image, j'utilise un remember async image painter qui prend du coup en paramètre une URL. Et donc du coup, il me dit, ben moi je peux pas le faire, je suis cassé. Il y a plusieurs possibilités pour être compatible. On peut utiliser ce qu'on appelle une local. Là ici, j'ai une local inspection mode qui va être en fait à true quand il va détecter qu'il est dans une preview. Et donc, s'il est dans une preview, il sera à true. S'il n'est pas dans une preview, s'il est en production, ben, il sera à false. Et donc, ce que je peux faire, c'est utiliser cette locale et dire, bon, ok, je fais un rendu que je veux. Donc ici, une box arrondie qui correspondra à mon image. C'est cool, mais c'est pas ouf non plus en termes d'expérience. Après, il y a énormément de librairies qui sont utilisées dans des previews, qui se rendent compatibles en interne avec le local inspection mode. Et donc en fait, mon remember, je peux lui donner un placeholder et en interne, il va utiliser le local inspection mode, etc. C'est cool. Là ici, remember async image, c'est une librairie qui n'est pas dans Compose nativement. Eux, ils se sont rendus compatibles avec ça. C'est pas le cas forcément de toutes les librairies. Donc si je résume, on a
La notation add preview pour du coup pouvoir faire des previews. Tout est entièrement customisable. Je peux aller hyper loin dans la customisation, ça c'est plutôt cool. Et je peux créer mes propres annotations pour du coup les partager avec mes collègues, etc. Par contre, je suis limité à faire que de l'UI et si je veux y pallier, je suis obligé d'utiliser le Local Inspection Mode pour du coup garder la preview. C'est très important parce que grosso merdo, si vous avez un composant petit qui est du coup qui ne peut pas avoir de preview, tous les composants qui vont utiliser ce composant-là, eh bien, ils ne pourront pas faire de preview non plus parce qu'ils seront dépendants d'un composant qui lui ne peut pas le faire. Donc c'est hyper important que les composants, en tout cas les petits composants, puissent être compatibles avec ça. Donc du coup, on a un hit multi-preview de compose et un hit de je sais plus quoi de compose aussi, mais vous l'avez vu normalement, qui fait pas trop mal à notre SwiftUI. Et par contre, Swift, il fait un petit hit sur le WYSIWYG et un petit hit sur le Not Limited UI qui lui fait un peu mal quand même. Donc il rattrape un peu son retard finalement. Ok. Nos deux composants, nos deux challengers là, ils commencent à prendre un peu cher. On va voir comment ils vont s'en sortir avec ça. La bottom bar navigation, c'est du coup le composant que vous pouvez voir en dessous dans vos applications pour naviguer d'écran en écran. Côté SwiftUI, comment ça se passe? J'ai du coup ici un tab screen, j'ai mon body et je viens définir une tab view. Ma tab view vient me rajouter automatiquement ici le rendu que vous voyez en bas. Enfin, pour ceux qui sont devant, je suis désolé pour ceux qui sont derrière. Mais il y a un rendu en bas qui permet de faire le tab view. Après, il me suffit simplement de définir mes différents écrans. Donc là, j'ai réutilisé le counter, j'aurais pu faire n'importe quel composant. Et je vais le décorer avec le tab item qui va automatiquement me rajouter ici le tab item qui est là. Là-dedans, je mets un label, je lui dis ok, tu as cette image calendar qui vient toujours de SF symbole et tu as ce texte-là, screen agenda, qui en fait va piocher dans les localizables de iOS pour après savoir que c'est agenda dans la langue dans laquelle il est lancé. Ok, je fais ça pour tous les autres écrans. Alors je mets toujours counter, mais c'est pas bien grave. J'ai du coup speaker et info, donc j'ai agenda, speaker et info ici. Super simple. Je clique, ça gère l'état de sélectionner ou pas pour moi, ça gère la navigation entre les différents écrans, etc. Ça tient en quelques lignes de code. Donc, c'est juste super simple. À utiliser, c'est genre un plaisir. Moi, la première fois que j'ai utilisé pour faire quand j'ai fait du SwiftUI, c'était en mode parce que je connais ce que c'est en compose et je vais vous montrer juste après ce que c'est en compose. C'est pas pareil. Donc c'est juste super simple et ça c'est plutôt cool. Et par défaut, ça respecte le système design de Apple. Donc vous voyez juste avant, ça avait la gueule d'une application Apple finalement. Par contre, là où ça pêche un petit peu, c'est sur la customisation. Si vous voulez customiser, genre parce que vous voulez brander le truc pour votre entreprise ou quoi, là ça devient compliqué. Typiquement, pour vous donner un exemple, on a un design system à D4 qui s'appelle Vitamine et on a une implémentation Android et iOS en SwiftUI et en Compose du coup, notamment. Et nous, on a fait la bottom navigation en une journée. SwiftUI, ils y sont encore. Donc ça fait quelques semaines qu'ils y sont. Côté Compose, ça donne quoi? Alors, côté Compose, je vais utiliser mon scaffold et je vais définir ma bottom bar et je vais utiliser ma navigation bar. Donc ici, vous avez une navigation bar qui est apparue. Et après, je vais déclarer ici une navigation bar item qui va du coup me permettre d'avoir un item. Et déjà là, j'ai rempli mon écran. J'ai pas fait grand chose. Ma navigation bar item, qu'est-ce qu'elle me demande de déclarer? L'état de savoir si c'est sélectionné ou pas. Ça veut dire que c'est moi qui vais devoir gérer ça. L'icône à afficher. Alors là ici j'ai mis un content description à nul parce qu'en fait je vais définir un label aussi qui va être affiché juste en dessous, donc le lecteur il va pouvoir afficher juste le texte du label. Une callback down click pour du coup dire ok quand je clique dessus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devoir gérer la navigation. Et après un always show label à false, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement quand il est sélectionné il va afficher le label et quand il n'est pas sélectionné il ne va pas afficher le label. Ok. Ça fait pas mal de code déjà pour ça. Et on n'a pas encore géré tout. Donc, je vous ai un peu spoilé, on va devoir du coup gérer la navigation. Pour gérer la navigation, il existe une solution proposée par Google qui s'appelle Navigation Compose, qui est une dépendance externe à Compose. Et comment elle fonctionne? On a un composant qui s'appelle navhost, qui lui va contenir tous les composants, donc tous les écrans dans lesquels il va pouvoir naviguer. Il va du coup être contrôlé via un nav controller qui va récupérer chez lui et du coup les composables vont pouvoir utiliser ce nav controller pour du coup naviguer. Genre, ils pourront faire nav controller.navigate et puis ils pourront naviguer quelque part. Et le nav controller lui, il a connaissance de tout le graphe de navigation possible. Ok. Donc pour le faire,
J'utilise mon Avost, j'ai un nav controller qui est ici au-dessus, que je donne à mon Avost. Je dis que ma start destination c'est agenda, et donc ici j'ai un composable qui est agenda et qui sera le premier. Donc là j'ai juste des textes, hein. Et puis du coup vous ne voyez pas encore, mais j'ai déjà prévu 3 routes possibles. Très bien. Maintenant j'ai ma... Oh, wow, je vais speeder à mort. Ok. J'ai la navigation, je vais vous passer les détails, mais grosso merdo, il y a tout un système de backstack dans l'écosystème mobile. Donc là, ici, c'est pour gérer la backstack, pour que, en gros, si je switch d'une icône à l'autre, ben, quand je fais back, je ne reviens pas sur tous les chemins que j'ai fait. Donc toute cette notion-là, c'est moi qui dois la gérer, je l'ai développée là. Ok, je définis 3 items qui sont là, qui ont tous la même grosseur hein, pour l'instant. Et puis du coup, voilà. Ok, compose, là il est à terre. Compose, il est à terre, mais il y a quand même 2-3 trucs qui peuvent être sympas pour un peu refactorer, pour un peu rendre les choses un peu plus simples. Ok. Dans le Kotlin, j'ai un concept qui s'appelle les extensions. Là ici, je vais créer une fonction extension qui sera du coup, qui s'appellera bottom bar navigate, qui prend la route de destination qu'il voudrait. Et en gros, en fait, toute la partie navigation, c'est pareil pour toutes les icônes, pour tous les items qui sont en bas, c'est pareil. Donc grosso modo, je mets ça dans le navigation bar item et je vais pouvoir utiliser cette fonction dans mes navigation bar item. Je définis aussi ma propre bottom navigation item parce que en fait, je me dis je peux la simplifier aussi. Donc je viens définir mon navigation bar item, je définis un certain nombre de paramètres et je viens gérer toute la complexité là, que j'ai sur la gestion de sélectionner ou pas, etc. Donc vous voyez ici, j'ai le bottom bar navigate et je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça, c'est juste pour vérifier dans la backstack qu'est-ce qui est en cours en termes d'écran. Donc en gros, je vais écouter la backstack, je récupère la dernière, je récupère sa route et je vais pouvoir regarder si est-ce que c'est la route que je suis en train de faire ou pas. Et du coup, ça va me permettre de savoir si je suis sélectionné ou pas. C'est compliqué pour juste savoir si je suis sélectionné quand même. Très bien. Donc une nouvelle implémentation, ça tient en peu moins de lignes. Ça reste pas ouf quand même. Donc en résumé, on a besoin de se préoccuper de la navigation. On a besoin de se préoccuper de savoir si on est sélectionné. Et on a beaucoup plus de code, mais vraiment beaucoup plus de code que SwiftUI. Par contre, la customisation, elle est hyper simple. Vraiment ultra simple. Et donc ça nous a pris vraiment pas longtemps chez nous pour le faire. Et c'est assez simple de refactoriser pour du coup arriver à quelque chose d'un peu plus concis. Donc on a un petit hitless code là de SwiftUI qui fait un peu mal quand même. Et on a un miss de la navigation parce que c'était chaotique. Par contre, la customisation, elle fait un tout petit peu mal quand même. SwiftUI, il est en renchéri avec le easy to use qui fait vraiment mal pour le coup parce que c'était vraiment super simple. Et on a un petit hit du refactoring parce qu'il arrive un peu à se défendre quand même, le bougre. Ok. Là, ils sont pas bien. On va faire une dernière section, on va parler de Platform Design System. Alors, sur Jetpack Compose, il y a plusieurs artefacts qui existent. Il y a le fondation qui est grosso modo les composants les plus simples possibles pour un text field, etc. mais qui n'a aucune notion de design et de material design. Donc il y a des artefacts pour ça, il y a des matériel artefacts pour matériel 2 et matériel 3, pour du coup avoir des choses qui sont déjà prêtes à l'emploi finalement. On a besoin par contre de quand même plus de code pour avoir une application qui a le bon look and feel par rapport à SwiftUI où par défaut c'est le look and feel de Apple. Par contre c'est partiellement fixé avec Material You qui a tout un système de color dynamique qui va se soucier du contraste des couleurs pour vous, etc. C'est vraiment super sympa. Par contre, tout ce que je vous ai présenté jusqu'à présent, le fait qu'il y a plus de code, etc., c'est une décision en termes de design de chez Google. Pour le fait que notamment que Compose est multiplateforme et parce qu'ils sont aussi convaincus que sur le long terme, c'est la meilleure décision. Je mets ici un tweet que j'ai eu parce qu'en fait, je fais ce tweet-ci parce que en fait, tout ce que je vous présente là, c'est un article de blog que j'avais écrit à la base. Je vous le partagerai à la fin. Et j'ai Jim Sproch, qui est en gros un des papas de Jetpack Compose, qui m'a répondu et qui m'expliquait justement tous ces principes de toutes les décisions qui ont été prises et sur le fait qu'ils étaient convaincus que sur le long terme,
C'était pas forcément mieux que SwiftUI, mais que c'était plus maintenable sur le long terme. Ça n'engage que Google pour le coup. Et du coup, je parlais de multiplateforme. Pour info, je disais aussi au début, c'est déjà compatible desktop, web et iOS. Ça, c'est plutôt cool parce que je peux créer avec Compose une application qui est multiplateforme finalement. Côté SwiftUI, on a du coup quelque chose qui est super simple à utiliser, qui respecte par défaut, au niveau des composants, tout le design system de Apple. On a aussi, c'est aussi très difficile d'écrire de l'UI qui est une mauvaise UI. Petite anecdote, je regarde si j'ai du temps pour l'anecdote, ok j'ai du temps. Petite anecdote, je développe une application pour le DFS de Lille qui est du coup compatible Android et iOS. Et donc c'était la première fois que je faisais du SwiftUI et je ne connaissais pas du tout Apple. J'ai toujours eu un Android, j'ai toujours été développeur Android, donc j'ai demandé à ma femme, je fais, tu peux me donner ton iPhone et je peux tester un peu. Déjà première chose, j'étais surpris de voir que c'était hyper différent en termes d'expérience, en termes de composants, etc. Du coup, je fais OK. J'avais développé, en fait, j'avais décidé des maquettes que je lui avais données à la base. Et cette première version, elle m'avait dit j'ai rien compris à ce que tu m'as fait en termes d'expérience. Et donc, après avoir testé le système, j'ai refait des maquettes. Et là, elle m'a dit bah ouais, c'est une application iOS. Je les ai développées en SwiftUI, ça m'a pris 2 soirées. Et c'était vraiment super simple. Et même si je n'avais pas de compétences en iOS, c'était hyper accessible. Par contre, c'est compatible qu'avec l'écosystème Apple et ça, c'est plutôt dommage parce que la technologie en elle-même, elle est plutôt sympa. Ah oui, c'est ça. Et peu de canaux use sur external machin. Donc du coup, là, on a un petit hit customisation et un petit hit non wrong UI pour nos deux composants, nos deux challengers par contre, pardon, qui les mettent tous les deux à terre. Là, ils sont pas bien. Et si pour conclure, on remettait pas tout ça en cause. Là, ici, d'un côté, j'ai Jetpack Compose, de l'autre côté, j'ai SwiftUI. J'ai une application Android, que pour Android. J'ai une application iOS, que pour iOS, qui sont développées avec leur propre framework. Et si je me disais, le projet du futur, c'est pas, OK, la partie business logic et core data, je peux la partager. Il y a une technologie qui s'appelle Kotlin Multiplatform, qui me permet de créer une seule code base pour toute toute la partie fetch des services, etc. Machin. Avec potentiellement du spécifique Android et spécifique iOS, en fait, qui a même un mécanisme de expect actual qui permet d'interroger au niveau natif le différent SDK des différentes plateformes, qui coûte absolument rien en termes de performance. Donc ça, c'est plutôt cool. Et donc, du coup, en fait, j'aurais, après au-dessus, juste la partie UI qui serait développée en SwiftUI et en Jetpack Compose, qui me permettrait notamment et que je mets en confrontation avec d'autres technologies comme Flutter ou React Native, qui me permettraient d'avoir l'expérience de la plateforme en iOS et en Android, et où du coup je peux juste me concentrer sur cette expérience-là, et donc je ne perds pas mes utilisateurs. Parce que si je reviens à l'histoire avec ma femme, quand j'avais donné l'application Android, je me suis rendu compte qu'elle était perdue quand elle voulait l'utiliser. Elle n'était pas du tout familière avec le matériel design. Et elle était beaucoup plus avec du coup SwiftUI. Donc elle a directement pu prendre en main l'application iOS et elle n'a jamais compris l'application Android. Après, c'est pas non plus une application très compliquée, hein, donc un peu de formation et ça va. Mais pour des applications qui sont un peu plus costauds, ça a son importance. Et donc si la conclusion, c'était pas celle-là, est-ce que du coup, c'est mignon, est-ce que du coup, est-ce que c'est pas du coup simplement utiliser les deux technos ensemble sur un même projet pour finalement respecter la plateforme sur laquelle on construit l'application. Merci beaucoup. Je vous donne quelques références. Je vous parlais d'un article de blog que j'ai écrit, c'est celui-ci. Je vous partagerai les slides si vous voulez. Je vous donnerai mes réseaux juste après si vous voulez récupérer les slides. J'ai 3 autres articles qui m'ont inspiré pas mal, moi, dans l'écriture de l'article, dont un ici, moi, que j'ai beaucoup aimé, qui est de Michael Long, qui est un développeur iOS, qui fait le constat, lui, que Jetpack Compose, c'est mieux que iOS. Donc j'ai trouvé ça cool parce que moi, je disais que c'était un peu chacun avait ses forces, etc. Et j'ai trouvé ça marrant qu'un développeur iOS dise en fait, c'est le concurrent qui est meilleur. Mais il avance des arguments qui sont vraiment cool. Et d'ailleurs, les 2 autres aussi. Et après, le Conference for All GitHub Project, c'est du coup le projet que je vous parlais pour le DFS de Lille, où j'ai une architecture KMM avec SwiftUI et Compose. Si vous êtes curieux et que vous voulez voir un peu comment ça fonctionne, tout est dessus.
Merci beaucoup. Si vous voulez faire des feedbacks, le QR code, ça sert à ça. Donc je suis très preneur de savoir qu'est-ce que vous en avez pensé, parce que c'est pas souvent que je fais une présentation que j'ai dessinée, etc. Et il nous reste quelques minutes pour des questions. Cool. Si vous avez des questions. Déjà bravo, merci pour la presse et bravo pour tes slides parce que c'est très original et très, très joli, ouais, bravo. Tu as parlé aussi que Jetpack Compose permettait de déployer son application sur de l'iOS. Ouais. Qu'est-ce que ça vaut, ça continue d'utiliser le matériel UI ou ça va utiliser les composants iOS? Et du coup, pourquoi on est perdu Personnellement, je pense pas que c'est une bonne idée. Non, je vais dire ça autrement. Techniquement, c'est ouf que ce soit compatible avec iOS, avec le desktop, avec le web. Moi, j'ai un autre talk où je parle justement où je rentre plus en détail sur KMM et sur Compose multiplateforme et où je montre le desktop et une application Android qui ont la même UI mais une expérience différente parce que sur le desktop, j'ai plus d'espace, etc. Et pour le coup, là, c'est plutôt cool parce qu'une application desktop, on n'est pas forcément attaché à une UI en particulier. Pour iOS, justement, ce que j'exprime ici, ma conclusion, c'est je garde l'expérience iOS et je garde l'expérience Android. Et j'ai très peur qu'en fait, ils fassent la même erreur que Flutter, donc le Flutter qui est l'alternative multiplateforme, où la promesse au départ, c'était quoi? C'était ils ont des artefacts. Enfin, ils ont des packages, ça s'appelle comme ça, mais c'est grosso modo la même chose. Des packages dédiés pour matériel, des packages dédiés pour Cupertino, si je ne me trompe pas, qui est du coup le design system Apple. Et après, en fonction tu vas utiliser tel ou tel package si tu es dans telle ou telle plateforme. Dans la vraie vie, c'est pas du tout comme ça. Dans la vraie vie, en fait, c'est une techno Google et ça se ressent énormément. La partie matérielle est bien plus avancée que la partie Cupertino et certaines choses sont juste trop difficiles à faire pour un framework multiplateforme et donc du coup, ils n'ont pas la compatibilité avec certains composants. Et j'ai peur qu'en fait la partie Compose iOS finisse de la même manière. Donc il y a la DroidCon New York qui a eu lieu il y a quelques semaines et qui a développé une application Compose multiplateforme iOS Android justement. Et donc en fait c'est juste du matériel dans un iPhone. Et ça peut convenir peut-être, mais je pense pas que c'est la bonne solution. Du coup, j'ai la question opposée. Est-ce que SwiftUI sur Android, il n'y aurait pas moyen? Avec Non, une petite lib Swift étant open source. Il y a un projet open source pour rendre compatible SwiftUI avec Windows, qui n'est pas du tout connu et qui est plus en mode POC qu'autre chose. Donc, sans doute que ce serait possible. Après, connaissant un peu Apple, je ne suis pas sûr de la pérennité de la chose. Donc j'aurais plus peur de ça. Je pense pas que c'est si j'ai pas le support de celui qui construit la technologie sur du multiplateforme, clairement j'y vais pas. Parce que je me demande si ça va être pérenne dans le temps, quoi. Ok pour cette vision. Du coup, le projet sur lequel tu bosses en ce moment, où tu disais il y avait la partie iOS, ils font en parallèle de la partie Jetpack. Du coup, vous avez pris ce modèle-là en gardant le même back-end pour les deux ou... Ouais. En fait, j'ai été même plus loin. En fait, j'ai un back-end qui est développé en Kotlin, qui a dans un même repo GitHub, j'ai un module qui est dédié pour le back-end. J'ai un module qui est dédié pour les modèles qui sont renvoyés par mon back-end, qui sont pris en dépendance sur un autre module qui s'appelle Shared, qui du coup est en dépendance de la partie Android et de la partie iOS. Donc je suis garanti que mes modèles ils correspondent à mes API, parce que ce sont les mêmes. C'est ce qui est renvoyé par mon back-end et c'est ce qui est consommé par mon front-end. Et après du coup ils sont tous les deux branchés sur mes deux targets, quoi. Plutôt cool. C'est bon, merci beaucoup.